Je suis la victime. Souviens-toi, je suis la victime. Nous ne voyons pas souvent des histoires comme celle-ci. Une livreuse DoorDash a fait le buzz en affirmant avoir été agressée sexuellement lors d'une livraison. La police affirme que cela ne s'est pas passé ainsi. Désormais, elle fait face à des accusations criminelles après une décision importante d'un grand jury. Alors, que s'est-il vraiment passé à l'intérieur de cette maison? Et a-t-elle dépassé les bornes? Nous enquêtons sur cette affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut à tous, je veux vous parler brièvement d'Upside, une appli qui vous fait économiser sur vos achats quotidiens comme l'essence, les courses et les plats à emporter. Téléchargez gratuitement Upside, choisissez une offre parmi plus de 100 000 lieux, payez normalement avec votre carte. Vérifiez l'achat et récupérez de l'argent. Je l'utilise pour l'essence et les plats à emporter, en cherchant d'abord sur Upside. Après mon achat, l'argent s'affiche dans mon appli et je le transfère sur mon compte bancaire. Les utilisateurs fréquents d'Upside gagnent en moyenne 254 $ de retour par an. Donc pour commencer à récupérer votre argent, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR et utilisez le code promo OTC pour obtenir un bonus supplémentaire de 25 centimes sur chaque gallon lors de votre premier plein d'essence. Cette histoire commence comme tant d'autres lors d'une nuit ordinaire. Quelqu'un commande de la nourriture à livrer par DoorDash et un livreur arrive pour effectuer la livraison. Et selon la police, c'est à ce moment-là que les choses deviennent vraiment particulières. Disons simplement, la porte d'entrée de la maison était ouverte et à l'intérieur, il y avait un homme évanoui sur son canapé, apparemment avec son pantalon et son sous-vêtement baissé. Alors, cette femme, la livreuse Olivia Henderson, selon la police, fait ce que probablement aucun autre livreur ne ferait, on pourrait le penser. Elle aurait sorti son téléphone et filmé l'homme. Et ensuite, elle va encore plus loin et publie cette vidéo sur TikTok. Et l'histoire qu'elle raconte, c'est une histoire très sérieuse. Il y a 3 jours, le 12 octobre 2025, j'ai été victime d'une agression sexuelle par un client DoorDash alors que je faisais mon travail en tant que livreuse DoorDash. Des centaines de milliers de personnes ont vu ce TikTok, mais selon le service de police d'Oswego, ce n'est pas ce qui s'est passé. La police affirme que l'homme n'était pas un prédateur. Il était inconscient, rendu incapable par l'alcool. Il était ivre, selon la police. Et d'après leur enquête, aucune agression sexuelle n'a eu lieu. Donc l'enquête ne portait pas sur lui. L'enquête était centrée sur la personne qui l'a filmé, cette livreuse DoorDash, Olivia Henderson. Et Henderson a été arrêtée en novembre. Elle a été inculpée de 2 crimes, surveillance illégale et diffusion d'une image issue d'une surveillance illégale. Maintenant, cette histoire a pris un nouveau tournant majeur et est devenue encore plus grave car le 1er mai, un grand jury a inculpé Henderson, estimant qu'il y avait des motifs raisonnables de croire qu'elle avait commis des crimes. Et elle a comparu devant le tribunal le même jour. Et vous pouvez voir que nous avons une vidéo d'elle entrant dans la salle d'audience avec l'aimable autorisation de WSIR-TV. Maintenant, elle a plaidé non coupable des 2 chefs d'accusation dont elle est accusée. Mais il semble que cette affaire ne va pas disparaître de sitôt, car si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 8 ans de prison pour ce qu'elle aurait fait. Donc, la grande question qui est au centre de tout cela, c'est une question évidente. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Était-elle une victime qui se défendait, ou a-t-elle franchi une limite juridique majeure en enregistrant prétendument un homme inconscient et en le publiant sur Internet alors qu'il se trouvait chez lui? D'après le service de police d'Oswego, cela s'est produit le 12 octobre 2025, donc cela dure depuis un certain temps. Olivia Henderson était livreuse DoorDash à Oswego, dans l'État de New York, au nord de Syracuse, près du lac Ontario. Et selon la police, lorsqu'elle est arrivée chez ce client, un homme, il était, je cite, incapacité et inconscient sur son canapé à cause de la consommation d'alcool. Et j'ai mentionné qu'elle avait publié une vidéo de lui sur TikTok qui serait devenue virale. Et elle a continué à publier avec l'une de ses vidéos qui aurait atteint, tenez-vous bien, 30 millions de vues. Dans sa vidéo originale qu'elle a dit que TikTok supprimait sans cesse, elle a affirmé que le client s'était intentionnellement exposé devant elle. Elle a déclaré avoir été victime d'une agression sexuelle. Ce sont des accusations graves et préoccupantes qu'un service de police devrait enquêter de manière approfondie. Ensuite, Henderson aurait déclaré qu'elle avait tout signalé à DoorDash et que le client avait été banni. Puis voilà, selon ses vidéos TikTok, DoorDash a désactivé son compte. Il y a 3 jours, le 12 octobre 2025, j'ai été victime d'une agression sexuelle par un client de DoorDash alors que je faisais mon travail en tant que livreuse DoorDash.
Excusez-moi si vous avez déjà vu cela. C'est la troisième fois que je publie cette vidéo parce que TikTok continue de me réduire au silence, de supprimer mes vidéos et de me donner des avertissements. Je l'ai signalé à DoorDash et DoorDash a bien banni le client. Et puis, 2 jours plus tard, DoorDash m'a banni, ce qui ne semble pas être une coïncidence. J'ai fait appel et ils étaient censés répondre à mon recours dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables. Et moins de 12 heures plus tard, ils avaient déjà rejeté mon appel. Donc je ne récupérerai vraiment jamais mon compte DoorDash. Et elle a dit que sa seule justice était de dénoncer en ligne l'homme qu'elle accuse de l'avoir agressé. Non, je vais continuer à raconter mon histoire. C'est la seule justice que j'obtiens. Exposer cet homme, avoir publié cette vidéo et qu'elle soit devenue virale. Maintenant, il doit vivre avec la honte et l'embarras si les gens ont vu la vidéo et savent qui il est ou où il est, tu comprends? C'est moi qui suis puni. Il n'a pas de problème avec la police ni perdu son travail, s'il en a un. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Pourquoi est-ce que c'est moi qu'on licencie? Pourquoi mes vidéos sont-elles supprimées et pourquoi reçois-je des avertissements? Je risque de perdre mon compte. J'ai été agressée. Je suis la victime. J'ai perdu mon travail. Je suis la victime. Et Henderson avait raison, la police ne l'aidait pas. En fait, il se concentrait sur elle. Le 16 octobre 2025, DoorDash a publié son propre communiqué sur TikTok. Ils ont dit, je cite, nous avons vu des publications difficiles et sensibles ces derniers jours et nous voulons clarifier la situation. Personne ne devrait jamais avoir à subir d'agression sexuelle, de harcèlement ou d'abus. Et DoorDash ne désactive jamais quelqu'un pour avoir signalé ce genre de fait. Point final. Nous prenons ces signalements très au sérieux et collaborons avec les forces de l'ordre pour enquêter et soutenir les personnes concernées. Dans ce cas, le livreur DoorDash nous a signalé une expérience qui l'a amené à se sentir en danger. Et c'est exactement ce que nous voulons toujours que les livreurs DoorDash fassent. Notre équipe a immédiatement commencé à enquêter et est en contact direct avec les forces de l'ordre, prête à soutenir pleinement toutes leurs démarches. Cependant, publier une vidéo d'un client chez lui et divulguer publiquement ses informations personnelles constitue une violation claire de nos politiques. C'est la seule raison pour laquelle le compte de ce livreur et ceux des clients ont été désactivés durant notre enquête. Nous avons également veillé à ce que le livreur ait un accès complet à ses gains. Nous comprenons que ces situations sont sensibles et voulons que chaque livreur sache que s'il se sent en danger ou inquiet, il doit nous en parler. Nous sommes là pour écouter, agir et soutenir. L'homme de la vidéo a coopéré avec les enquêteurs et donné une déclaration. La police a déterminé qu'il était inconscient à ce moment-là et qu'il n'était pas capable de commettre un acte intentionnel. La déclaration poursuit en disant, je cite, la vidéo ainsi que l'enquête qui a suivi indiquent que l'homme était incapable d'agir et inconscient sur son canapé en raison de la consommation d'alcool. La vidéo a été prise depuis l'extérieur de la résidence de l'homme. Le livreur DoorDash a ensuite publié la vidéo sur les réseaux sociaux où elle a attiré une attention considérable. Il a également été découvert que le livreur DoorDash avait affirmé avoir été agressé sexuellement lors de cet incident. L'enquête menée par le service de police d'Oswego a déterminé qu'aucune agression sexuelle n'avait eu lieu. L'homme apparaissant dans la vidéo a coopéré avec la police et a fourni une déclaration. Fin de citation. Et c'est une réponse cinglante à des allégations très troublantes qui auraient été faites par Olivia Henderson. Ensuite, un mois plus tard, le 10 novembre 2025, quelques semaines après que ces vidéos soient devenues virales, Henderson a été arrêtée. Elle a été inculpée de 2 crimes de classe E, surveillance illégale au second degré et diffusion au premier degré d'une image issue d'une surveillance illégale. Et puis, bien sûr, elle a été inculpée. Elle a plaidé non coupable et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Henderson doit revenir au tribunal le 5 juin 2026. Nous retrouvons à nouveau pour parler de ce qui est vraiment une affaire étrange. Paul Townsend, avocat pénaliste. Ravi de vous voir ici sur Law and Crime. Donc elle a maintenant été inculpée dans cette affaire. Que pensez-vous de la situation à ce stade? Oui, Olivia Henderson a été inculpée dans le nord de l'État de New York. Il y a 2 chefs d'accusation pour lesquels elle a été inculpée, la surveillance illégale au second degré, ainsi que la diffusion d'images issues d'une surveillance illégale au premier degré. Ce sont 2 délits graves. Ils sont relativement mineurs et elle a été remise en liberté sans caution. Mais c'est assez intéressant de voir comment cette affaire a évolué parce que, comme nous le savons, elle travaillait comme livreuse pour DoorDash. Elle reçoit une commande. La commande indique « Veuillez laisser la commande devant la porte d'entrée ». Elle s'approche et vous savez, la porte d'entrée est pratiquement ouverte. Il y a une porte vitrée et elle voit, vous savez, la soi-disant victime ivre sur un canapé dans un état de semi-nudité. Et au lieu de simplement laisser la commande DoorDash là et partir en se disant « Waouh, c'était vraiment désagréable et gênant », vous savez, elle l'enregistre.
Et je pense que ce qui lui cause vraiment des ennuis, ce n'est pas le fait qu'elle l'ait enregistré, même si techniquement cela relèverait de la surveillance illégale au second degré. Elle le publie sur TikTok, récolte 30 millions de vues et ça devient viral sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, ça commence vraiment à s'emballer, la boule de neige commence à dévaler la montagne. Et c'est là qu'elle perd le contrôle de la situation. Au début, elle essaie de se présenter comme la victime en informant la police qu'il l'aurait d'une certaine manière harcelé sexuellement alors qu'il était évanoui sur un canapé. Mais au final, comme on le voit, c'est elle qui se fait arrêter, c'est elle qui est inculpée. Et maintenant, je pense qu'en grande partie, à cause des décisions qu'elle a prises, elle fait face, vous savez, à de vrais problèmes juridiques. C'est certain. Et je pense au nombre de vues. Je veux dire, il y avait 30 millions de vues avant que la vidéo ne soit supprimée. Et c'est fou, juste une telle portée sur les réseaux sociaux. Selon la loi et les accusations, ainsi que les crimes pour lesquels elle risque une condamnation si procès il y a. Le fait que cela soit devenu viral comme ça, est-ce que ça joue un rôle dans le fait qu'elle puisse être coupable, coupable de l'une ou l'autre de ces accusations? C'est une bonne question car la réponse est à la fois oui et non. Techniquement, selon la loi, dans le cadre d'une lecture froide et rationnelle du Code pénal de l'État de New York, la réponse est non. Peu importe qu'il y ait une vue, 1 million de vues, 30 millions, 100 millions, c'est l'acte qu'elle a commis qui constitue le crime. Mais nous savons que les êtres humains ne sont pas toujours des créatures 100% rationnelles. Nous sommes des êtres guidés par les émotions. Et donc, il est impossible de complètement séparer ce qu'elle a fait du fait que 30 millions de personnes ont vu ce gars et de la honte publique, du ridicule, de l'humiliation qu'il a ressenti. Vous savez, aggravé simplement par le nombre énorme de vues que cela a eu sur TikTok. Donc techniquement, non, le nombre de vues ne fera pas de différence. Mais si vous êtes un juré assis à écouter cette affaire et que vous entendez que cela n'a pas seulement été partagé entre ses amis et que 5 personnes se sont moquées de ce pauvre gars, vous savez, vous entendez que 30 millions de personnes ont été exposées à cela. Vous savez, cela provoque une réaction chez une personne raisonnable ou un juré raisonnable qui va vraiment rendre plus probable sa condamnation. Et la couverture médiatique nationale que cette affaire a reçue va également rendre plus probable qu'elle subisse des conséquences à cause de cela. Je veux dire, il suffit de penser à ce type et c'est comme, vous savez, il se réveille simplement, j'en suis sûr, et c'est comme si vous pensiez juste avoir commandé DoorDash. Il s'est certainement passé quelque chose dont vous n'êtes peut-être pas fier. Ensuite, on découvre que 30 millions de personnes sont au courant et qu'une enquête de police est en cours. On ne connaît pas son nom ni son identité, et je n'ai pas vu la vidéo. Mais si quelqu'un l'a vu et le reconnaît, on pense aussitôt aux conséquences. Je suis aussi certain qu'il y a un aspect civil à cette histoire. Vous savez, une partie de cette histoire m'a fait repenser à l'école de journalisme. Quand on apprend, par exemple, à photographier une scène de crime ou autre, ce qu'est vraiment votre droit à la vie privée. Par exemple, si vous voyez quelque chose, vous savez quand vous arrivez sur une scène de crime, le ruban de la police, c'est ce qu'on nous apprend et tout ça. Aux yeux de la loi, et dans ce cas, s'il est à l'intérieur de sa maison, quel est son droit à la vie privée dans une situation comme celle-ci où il est enregistré? Donc, à l'intérieur de sa maison, il a ce que la loi appelle une attente raisonnable en matière de vie privée. Maintenant, dans la plupart des cas, cela s'applique aux actions des forces de l'ordre. Vous savez, les forces de l'ordre ne peuvent pas effectuer de perquisition sans mandat dans sa maison. Elles ne peuvent pas entrer chez lui sans permission ou sans mandat. Mais il y a certaines parties du code pénal qui protègent la vie privée des gens en général, qu'ils soient chez eux ou dans tout autre endroit où ils peuvent raisonnablement s'attendre à avoir une certaine intimité. Et la surveillance illégale au second degré, c'est ce dont mademoiselle Henderson a été accusée, empêche vraiment quelqu'un pour son propre amusement, divertissement ou dans le but de simplement rabaisser quelqu'un, de les enregistrer soit en état de nudité ou de déshabillage, soit d'une manière à caractère sexuel gratuit. Donc, le fait que ce soit dans la maison, je pense, renforce vraiment qui est en tort dans cette situation. Mais c'est vraiment, vous savez, dommage pour ce gars qui doit maintenant subir tout ça, qui doit témoigner devant un grand jury, qui, si elle décide qu'elle veut aller jusqu'au procès, devra prendre la parole à la barre lors d'un procès public et parler de tout ça. Et puis son identité sera révélée au monde entier parce que l'affaire recevra plus de couverture médiatique.
Donc, c'est vraiment dommage de voir à quel point tout ça a bouleversé la vie de ce pauvre gars. Et sa vie privée a vraiment été violée, tu sais, pour aucune autre raison que le fait qu'il était ivre sur son propre canapé. Et il avait spécifiquement laissé des instructions pour ne pas sonner à la porte, ne pas entrer, mais simplement laisser le colis devant la porte d'entrée. Tu sais, et si cela avait été fait, on ne serait pas là en train d'en parler. À quel point est-ce important? Parce que évidemment, n'importe qui commande sur DoorDash, tu vois. Moi, par exemple, je déteste quand les gens sonnent à ma porte. Donc sur mon compte, c'est écrit, s'il vous plaît, ne sonnez pas à la porte, laissez-le juste là, prenez une photo. Le fait que tu aies ça par écrit, du point de vue du procureur, cela signifie que le travail consistait à laisser la nourriture juste devant la porte. N'entre pas à l'intérieur. Contrairement à s'il avait dit, entrez, posez-le ici, même si tu ne l'avais pas fait. À quel point cette simple phrase qu'il a sur son compte DoorDash pourrait-elle potentiellement influencer la défense qu'elle pourrait avoir si cela devait aller en procès? Cela complique certainement sa capacité à préparer une défense parce que l'idée serait essentiellement qu'elle pourrait potentiellement essayer de bricoler un argument. Qu'en l'absence de toute instruction explicite, vous savez, elle n'était pas sûre de devoir sonner à sa porte. Si elle devait, vous savez, jeter un coup d'œil pour voir s'il était là. Mais puisque nous avons ces instructions explicites qui disent en gros, tu n'as pas besoin d'entrer, tu n'as pas besoin de sonner à la porte, tu n'as pas besoin de m'attendre, tu n'as pas besoin d'avoir de contact personnel. Tout ce que tu as à faire, c'est de déposer le colis devant la porte d'entrée et c'est fini. Ça confirme vraiment que ce qu'elle a fait n'était en aucun cas dans le cadre d'une fonction professionnelle acceptable. Enregistrer à travers une porte vitrée n'est pas habituel pour un livreur DoorDash. On peut imaginer qu'en l'absence d'instruction, quelqu'un arrive, trouve la porte ouverte, comme un livreur DoorDash qui frappe, sonne, regarde à l'intérieur pour voir si la personne est là et lui remettre la commande. Dans ce cas, il a précisé qu'il suffisait de déposer la commande et de partir sans en faire plus. Et vous savez, en regardant la déclaration que la police avait publiée au moment de son arrestation, il était écrit, je cite, il a également été découvert que la livreuse DoorDash avait affirmé avoir été agressée sexuellement lors de cet incident. L'enquête menée par le service de police d'Oswego a déterminé qu'aucune agression sexuelle n'avait eu lieu. Si elle a fait ces allégations, et je sais qu'elle les a faites publiquement, au moins elle a aussi signalé les faits à la police. Est-ce que ça la met dans une situation délicate? Si vous êtes avocat de la défense et souhaitez aller au procès, devez-vous forcément utiliser la version qu'elle a donnée à l'époque pour sa défense? Je ne sais pas si cela vous met dans une situation délicate. Il sera certainement difficile de présenter cela comme une défense crédible, étant donné la réaction du service de police. Si elle voulait avancer cet argument, elle devrait essentiellement témoigner à la barre pour dire, vous savez, je me suis senti harcelé sexuellement par son comportement quand je suis monté là-haut, ce qui va être difficile à affirmer s'il est évanoui sur un canapé chez lui et qu'il n'a eu absolument aucune interaction personnelle avec elle. Alléguer un harcèlement sexuel juste parce que quelqu'un dort sur un canapé, c'est difficile à faire accepter, même dans de bonnes conditions, je crois. Mais je ne pense pas forcément que ce soit quelque chose qu'on va lui demander de faire. Je pense qu'elle pourrait porter ça devant un tribunal, mais je doute vraiment que l'affaire aille jusqu'au procès. Je pense qu'au final, ça va probablement être réduit à quelque chose de non criminel et réglé avec une sorte de probation ou de travaux d'intérêt général, quelque chose comme ça. Et je pense que la défense devrait être que ce n'était pas fait pour le divertissement ou le profit, mais je pense que c'est difficile à faire passer et elle l'a mis sur TikTok. Oui, hein, et c'est vraiment difficile à faire passer. Et pour rebondir sur ce que tu dis, oui, même si ça ne va pas au procès, hein, je pense aussi au volet civil, ça pourrait être un problème pour elle, vu le nombre de personnes qui ont vu cette vidéo. Comment cette partie-là entre-t-elle en jeu? Genre, voilà la partie pénale de l'affaire. Peut-être qu'elle plaide coupable et que ça finit par être quelque chose de non criminel, mais si tu es la victime, 30 millions de personnes ont vu cette vidéo. Tu sais, qui sait quel impact ça a eu sur sa vie parce que on ne connaît pas son identité à ce stade. Comment est-ce qu'on quantifie cette partie-là et comment comprendre quel a vraiment été l'impact sur sa vie, mais aussi en sachant qu'en tant que livreuse DoorDash, elle n'a probablement pas beaucoup d'argent à 23 ans. Oui, et c'est vraiment ça le facteur limitant dans une affaire comme celle-ci. Donc, quand on a une situation où quelqu'un est victime, si elle plaide coupable à quoi que ce soit, cela rendra très probablement beaucoup plus facile de prouver une action au civil.
Si elle doit témoigner devant un tribunal pénal, lever la main, jurer de dire la vérité et admettre n'importe quel aspect de ce qui se passe ici, une affaire civile pour préjudice moral, atteinte à la vie privée, utilisation non autorisée de son image, tout cela est probablement assez facile à prouver. La question est, qu'allez-vous obtenir? Parfois, certains veulent intenter un procès juste par principe, car ils l'ont vécu. Cette personne doit savoir que ce n'est pas acceptable. Et cela me va d'avoir essentiellement un jugement civil contre cette personne en sachant qu'elle n'a pas d'argent et que je ne verrai jamais un sou de cette affaire. Mais je veux que le principe soit respecté. Beaucoup d'avocats éviteront sûrement ce type d'affaires en pensant poursuivre quelqu'un qui vient d'être licencié de DoorDash ne rapportera rien. Oui, non, c'est aussi un très bon point. Je me demande aussi, de votre point de vue d'avocat pénaliste. Je veux dire, les réseaux sociaux sont encore relativement nouveaux. L'idée de devenir viral est quelque chose de relativement nouveau. J'ai l'impression que TikTok a la capacité de rendre quelque chose viral d'une manière que les autres plateformes de réseaux sociaux n'ont pas, simplement à cause de la rapidité de son algorithme. À quel point des affaires comme celle-ci sont-elles courantes? On n'a pas l'impression d'en voir si souvent, mais avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Donc, des affaires précisément comme celle-ci, où quelqu'un filme une personne dans un état de nudité partielle, ce n'est pas très courant. Mais je dirais que nous constatons une augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre des poursuites pénales. J'ai eu plusieurs clients qui se sont pris en photo en train de tenir des armes, de la drogue, et qui ont publié ça sur leurs réseaux sociaux. Cela permet aux forces de l'ordre d'obtenir un mandat de perquisition pour le domicile si la photo a clairement été prise chez la personne. Ils peuvent être arrêtés si des motifs raisonnables sont établis grâce à des photos ou vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrant des personnes commettant des actes interdits, pouvant servir de preuve contre quelqu'un. Donc, je dis à tous mes clients, vous savez, il faut être très prudent à propos de ce que vous publiez sur les réseaux sociaux parce que tout ce que vous rendez public peut être utilisé si cela constitue une preuve d'un crime. Et il faut être très conscient qu'une fois que quelque chose est sur Internet, c'est là pour toujours. Donc, toutes les déclarations que vous faites, toutes les vidéos ou photos que vous publiez, vous devez être sûr que vous ne vous retrouverez pas 6 mois, 2 ans, 5 ans plus tard à être poursuivi pénalement à cause de cela. Vous pensiez qu'une chose serait drôle ou cool juste pour vos amis, mais cela finit par se savoir. Oui, dans un autre contexte, juste une remarque. Avec ChatGPT, j'ai récemment vu beaucoup de cas où des gens posent exactement le genre de questions qu'un avocat pénaliste redouterait d'entendre de la part de son client. Ce n'est pas ce dont il s'agit dans cette affaire. Celle-ci est vraiment à part, du moins pour l'instant. Paul Townsend, avocat pénaliste. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law and Crime. Merci d'avoir parlé de cette affaire avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité, j'apprécie vraiment. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify, et vous pouvez aussi retrouver nos épisodes en streaming sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.